Je m'appelle Duarte Collins. J'ai 18 ans et, à peine 3 semaines avant d'entrer à l'université, j'ai découvert que mes propres parents m'avaient dérobé la somme de 187 000 euros. Ma grand-mère avait économisé ce montant avec rigueur pendant 18 ans, déposant chaque mois une somme pour assurer mon indépendance et mon parcours académique. Cependant, mes géniteurs ont vidé la totalité du compte pour financer l'acquisition d'une maison pour mon frère aîné. Quand je l'ai confronté, ma mère a soutenu mon regard et a affirmé, avec une froideur glaciale, « Nous l'avons fait parce qu'il est le seul qui compte vraiment dans cette famille. » Je n'ai pas poussé un seul cri, ni ne me suis humilié par des supplications inutiles face à une telle trahison. Je me suis contenté de prendre mon téléphone et de contacter ma grand-mère, dont la réaction ultérieure a fini par faire la une des journaux télévisés ce soir-là. Avant de poursuivre ce récit, si cette situation résonne en vous d'une manière ou d'une autre, je vous demande de laisser votre soutien, mais seulement si l'histoire touche sincèrement vos principes. J'aimerais savoir, à travers les commentaires, depuis quels pays européens vous me suivez et quelle heure il est à votre montre en ce moment. Permettez-moi de vous transporter au jour, il y a précisément 3 semaines, où un appel bancaire a basculé mon destin. J'ai grandi dans une localité paisible d'environ 12 000 habitants, le genre de bourgade européenne où le voisinage se salue cordialement et où la sécurité est un acquis. Notre résidence familiale était une structure traditionnelle, avec un jardin dénotant un certain laisser-aller et un panier de basket que Thiago avait abandonné depuis plusieurs années déjà. Nous étions 4 à partager ce toit, ma mère, mon père, mon frère aîné et moi-même. Aux yeux de la communauté, nous semblions être une famille parfaitement fonctionnelle et harmonieuse. Pourtant, la réalité entre les murs était dictée par une hiérarchie implicite où Thiago occupait le sommet et où je n'étais qu'une figure de second plan. Thiago a abandonné ses études supérieures dès la 2e année, et ma mère, au lieu de le réprimander, a organisé un dîner de célébration pour sa nouvelle étape. Il a quitté successivement plusieurs emplois en peu de temps, et ma mère trouvait toujours le moyen de blâmer les patrons pour ne pas avoir reconnu sa valeur. À 24 ans, il est revenu au nid familial et a eu sa chambre rénovée avec tout le luxe possible. En contrepartie, j'ai toujours figuré au tableau d'honneur à chaque semestre scolaire. J'ai travaillé dur dans un café local dès l'âge de 15 ans pour payer mes livres et mes dépenses personnelles, sans jamais demander un centime à mes parents. Je me souviens parfaitement d'une après-midi, durant mon avant-dernière année, où je suis rentrée à la maison avec les notes maximales dans toutes les matières. Ma mère était au téléphone avec Thiago et s'est contentée d'un geste d'agacement, montrant le comptoir de la cuisine pour que j'y dépose le document. 3 jours plus tard, le bulletin de notes se trouvait exactement au même endroit, sans que personne n'ait daigné l'ouvrir. Mon père, quant à lui, restait presque toujours silencieux pendant les repas, focalisé uniquement sur son assiette. Il n'a jamais affirmé explicitement que je n'étais pas important, mais son omission constante transmettait ce message avec une clarté assourdissante. La seule personne qui me donnait un sentiment d'appartenance était ma grand-mère, Donna Rosa, qui m'avait confié à l'âge de 10 ans que cet argent était le mien. Ce pécule est ta sauvegarde, mon chéri, je l'ai économisé pour que tu aies un avenir brillant, disait-elle fréquemment. Je n'ai jamais douté de l'intégrité de ce fonds, ignorant totalement que ma mère avait commencé à vider le compte en novembre de l'année précédente. Thiago, aujourd'hui âgé de 26 ans, possède ce charisme facile qui captive n'importe qui en entrant dans une pièce, un héritage direct du magnétisme de notre mère. Cependant, il lui manquait la résilience et la discipline nécessaires pour concrétiser tout projet personnel ou professionnel. Il a tenté divers domaines, de la vente à la restauration, mais n'a jamais persévéré dans aucun, prétextant toujours que le système n'était pas prêt pour des esprits créatifs comme le sien. Ma mère validait chacune de ces excuses, tout en minimisant mes succès académiques comme étant simplement une intelligence de livre, quelque chose sans valeur pratique. Lors du dernier dîner de Noël, après avoir été accepté dans 3 des universités les plus prestigieuses du continent, j'espérais une reconnaissance familiale. Au lieu de cela, ma mère a porté un toast à elle, avenir incroyable de Thiago, ignorant délibérément mes réussites devant tous les membres de la famille présents, qui ont applaudi avec enthousiasme sans remettre en question cette omission. Après ce dîner, Donna Rosa m'a appelé d'une voix inhabituellement prudente, me demandant de garder tous les enveloppes et documents qu'elle m'avait envoyés au fil des ans. Sur le moment, je n'ai pas compris le sous-entendu de cette demande, mais j'ai promis de respecter sa volonté sans hésiter. 3 semaines avant de m'installer sur le campus universitaire, je me trouvais dans la cuisine en train de finaliser les paiements de l'inscription et du logement avec mes propres économies. J'ai appelé l'institution bancaire pour confirmer le transfert du fonds universitaire, une procédure que je considérais comme routinière et sûre.
Après avoir fourni mes données d'identification, un silence prolongé et inquiétant s'est installé à l'autre bout de la ligne. L'employé m'a informé, d'une voix hésitante, que le solde actuel du compte n'était que de 214,36 €. Au début, j'ai ri, convaincu qu'il s'agissait d'une erreur informatique grossière, car je m'attendais à y trouver les 187 000 € promis. Cependant, la réalité s'est imposée lorsqu'elle a détaillé un historique de retraits importants, entre 9 000 € et 15 000 €, effectués au cours des 8 derniers mois. Tous ces mouvements avaient été autorisés par le gestionnaire du compte, mon père, Monsieur Raoul Collins. Je suis resté paralysé, observant par la fenêtre la camionnette neuve de Thiago, dont ma mère avait affirmé qu'elle était une excellente affaire d'occasion via un ami. Il m'avait volé systématiquement pendant presque un an, profitant de ma confiance et de mon dévouement au travail. J'ai posé le combiné avec une calme artificielle et je suis allé à la rencontre de ma mère, qui se relaxait au salon. Quand je l'ai questionnée sur l'emplacement de mon fonds d'éducation, elle n'a même pas détourné le regard du téléviseur. Nous avons utilisé ce montant pour la maison de ton frère, car il a des besoins plus pressants que les tiens en ce moment, a-t-elle répondu avec un naturel terrifiant. J'ai eu l'impression que les fondations de mon existence s'étaient effondrées instantanément, me laissant dans un vide absolu et désolant. Elle a justifié son action en affirmant que, en tant que parente, elle détenait le droit légal et moral de décider ce qui était le mieux pour la famille. Elle m'a défié de la poursuivre en justice, me rappelant toutes les années où elle m'avait fourni un toit et de quoi manger, comme si cela lui donnait l'autorisation de dérober mon avenir. Thiago avait besoin d'une base solide pour sa vie, toi tu es résilient et tu trouveras ton chemin, comme tu le fais toujours, a-t-elle déclaré froidement. Cette phrase finale, affirmant qu'il était le seul à compter, est restée gravée dans mon esprit comme une sentence d'exclusion définitive. Je me suis retiré dans ma chambre, où les mathématiques de la survie ont commencé à s'activer frénétiquement. J'avais 10 jours pour régler le dépôt de l'université, sans quoi je perdrais ma place et la bourse d'études associée. Avec seulement 800 € sur mon compte courant, fruit de mon travail au café, il était impossible de couvrir ne serait-ce que les frais initiaux du semestre. J'ai compris que mes parents avaient compté sur ma capacité de dépassement pour me voler sans remords, utilisant ma force contre moi. Si je restais silencieux pour maintenir la paix familiale, je perdrais non seulement 187 000 €, mais aussi la seule opportunité d'échapper à cette dynamite toxique. Téléphone à la main, j'ai regardé le contact de Donna Rosa, sachant que cet appel serait un point de non-retour. Avant d'appeler, j'ai cherché mon père à l'atelier, où il travaillait sur un tableau électrique au son de rock classique. Il a évité mon regard, mais la tension dans ses épaules trahissait sa complicité et sa connaissance de la situation. Il a confirmé avoir signé tous les documents parce que ma mère l'avait convaincu que c'était la bonne chose à faire pour le bien-être du noyau familial. L'argent finira par circuler et te reviendra, Duarte, a-t-il balbutié, sans parvenir à soutenir son propre mensonge ni à regarder en face le fils qu'il venait de trahir. J'ai quitté l'atelier en ressentant un mépris profond pour cette lâcheté déguisée en loyauté conjugale et j'ai contacté ma grand-mère. Je lui ai raconté tous les détails, de l'appel bancaire à la confession cynique de ma mère et la passivité de mon père. Donna Rosa a tout écouté dans un silence absolu et, quand elle a repris la parole, sa voix possédait la fermeté d'une lame bien aiguisée. Ce capital t'appartient exclusivement à toi, Duarte, et je ne permettrai pas que ce crime reste impuni, a-t-elle affirmé avec une détermination que je ne lui avais jamais connue. Elle m'a ordonné de réunir tous les documents qu'elle m'avait envoyés et de me présenter chez elle le lendemain matin. À ce moment-là, j'ai compris que ma grand-mère n'était pas seulement une retraitée gentille, mais ma seule et plus puissante alliée. En sortant de la maison le lendemain matin, ma mère a tenté de m'en empêcher avec un spectacle de victimisation, m'accusant de détruire l'harmonie familiale. Elle a versé des larmes répétées, prétendant que je choisissais ma grand-mère au détriment de la femme qui m'avait donné la vie. J'ai observé cette performance théâtrale, la même qu'elle utilisait pour justifier des dettes de cartes de crédit ou les échecs de Thiago, et je n'ai ressenti que de l'indifférence. Je ne suis pas en train de détruire cette famille, maman, tu l'as fait au moment où tu as décidé de voler mon avenir, ai-je répondu avant de fermer la porte. En démarrant la voiture, je l'ai vu gesticuler frénétiquement au téléphone, probablement en train de recruter Thiago pour son armée de manipulation. La maison de Donna Rosa exhalait l'arôme habituel de café et de lavande, mais l'ambiance dans la cuisine était d'une rigueur presque militaire. Elle avait sur la table 3 dossiers bleus méticuleusement organisés avec tous les registres bancaires et documents notariés des 18 dernières années. J'ai toujours aimé ma fille, mais je n'ai jamais eu confiance en sa relation avec l'argent,
a-t-elle confessé tout en me montrant les relevés qui prouvaient la nature exclusive du fonds. Elle avait déjà contacté la meilleure avocate de la région, maître Margarida, pour entamer le processus de récupération de chaque centime qui m'avait été retiré. Ma grand-mère était prête à aller jusqu'au bout contre sa propre fille pour rétablir la justice. Maître Margarida est arrivé l'après-midi même et, après avoir analysé la documentation, a confirmé que nous étions face à un crime d'abus de confiance et de vol qualifié de fonds fiduciaires. Elle a expliqué que mon père, en tant que gestionnaire, avait le devoir légal d'utiliser l'argent uniquement à mon bénéfice, et que le détournement pour la maison de Thiago était une violation criminelle grave. J'avais l'option de lancer une procédure civile pour récupérer les 187 000 € ou une plainte pénale qui pourrait mener à l'arrestation de mes parents. Sans hésiter, et avec le soutien inconditionnel de ma grand-mère, j'ai décidé d'avancer sur les deux fronts, car la trahison était trop profonde pour toute clémence. Cependant, Donna Rosa avait un plan qui allait bien au-delà des tribunaux, décidant de contacter une ancienne élève qui était désormais une journaliste influente sur une chaîne de télévision. Diane survit aux crises en manipulant le récit et en faisant taire les victimes. Cette fois, la vérité sera dite avec plus de force que ses mensonges, a-t-elle expliqué. Tandis que ma mère publiait des appels à la prière sur les réseaux sociaux, me dépeignant comme un fils ingrat et rebelle, ma grand-mère préparait l'exposition publique du crime. Elle savait que seule la pression médiatique et la transparence totale empêcheraient le ministère public de voir l'affaire comme une simple dispute domestique sans importance. Lors de la fête de remise des diplômes, 2 jours plus tard, ma mère a tenté de maintenir les apparences devant 30 invités, se vantant de ma réussite tout en cachant le vol. Lorsqu'une tante a posé des questions sur le fonds universitaire, ma mère a répondu avec un sourire cynique que l'argent avait été redirigé pour le bien commun de la famille. Je suis resté silencieux, observant comment elle confessait le crime publiquement avec une arrogance telle qu'elle ne réalisait même pas la gravité de ses paroles. Thiago, confronté plus tard aux documents réels, a admis que sa mère lui avait menti sur l'origine de l'argent, mais il était déjà trop tard pour faire marche arrière dans le processus judiciaire. Le reportage télévisé a été diffusé le jeudi suivant, exposant tous les détails du détournement des 187 000 € et la fermeté de ma grand-mère devant les caméras. L'opinion publique locale s'est instantanément retournée contre mes parents, et le prestige social que ma mère chérissait s'est effondré en quelques minutes. J'ai reçu des centaines de messages de soutien, tandis que ma mère s'enfermait chez elle, voyant son château de mensonges être démoli par la vérité nue et crue. Maintenant, alors que le procès suit son cours et que mon avenir financier est en train d'être récupéré judiciairement, je me demande combien d'entre vous auraient le courage de dénoncer leurs propres parents pour sauver leur dignité. Si votre mère vous volait 187 000 € pour offrir un palais à votre frère, la dénonceriez-vous à la police ou pardonneriez-vous au nom des liens du sang ?